À la une de cette édition, la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali s'est ouverte ce matin à Lomé. Il s'agit d'évaluer les progrès enregistrés par les autorités de la transition. En prélude à cette réunion, le président togolais a reçu la délégation malienne. Yaya Alou Traoré nous en dira plus. Parution du livre Monographie d'une famille africaine en République du Mali. Ce livre de Jeanne Koulibaly, une personne vivant avec un handicap, parle de ses expériences. Vous trouverez le parcours, l'autobiographie, l'environnement familial de l'autrice dans ce livre à la fin de cette édition. Bonjour et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Je le disais tantôt, ouverture ce matin des travaux de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Au menu des travaux, les progrès réalisés par la transition au Mali et les attentes des autorités maliennes pour la réussite de la transition. La délégation malienne composée de 5 membres du gouvernement est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Et justement, les émissaires du colonel Assimi Goïta ont été reçus hier lundi en audience par le président Faure Gnassingbé. Le récit de nos envoyés spéciaux Yaya Alou Traoré et Adaman Kamara. C'est en début de soirée que la délégation malienne a été reçue à la résidence du président togolais. À l'accueil, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, visiblement content de recevoir les ministres maliens. Coups de poignet francs, des mots chaleureux de bienvenue ont accompagné la délégation jusqu'à la salle d'audience. L'entretien avec le chef de l'État togolais a duré une bonne trentaine de minutes. Elle a permis de planter le décor de la rencontre de mardi. Cette audience se tient naturellement en prélude à l'ouverture demain de la troisième réunion du groupe de soutien à la transition malienne qui se tient ici à Lomé. Et dans ce contexte, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, m'a chargé de conduire une importante délégation ministérielle. L'objet essentiel, c'est de venir transmettre ses salutations fraternelles à son frère, son Excellence le président Faure Gnassingbé, pour tout le soutien qui a été apporté de façon constante à notre pays par rapport au processus de transition et toute la mobilisation qui a été la sienne auprès de ses pairs de la région pour faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse aboutir. À l'occasion de cette importante réunion conviée par l'Union africaine, l'ensemble des partenaires africains et internationaux du Mali se réunissent encore dans cette belle capitale pour faire en sorte qu'ils puissent mieux comprendre ce qui est en cours au Mali et mieux accompagner les efforts que les Maliens ont décidé de faire pour un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Je pense que ce qui est important, c'est de vous réitérer la volonté, la détermination de son Excellence le président Faure Gnassingbé dans sa volonté de soutenir les pas du Mali en respectant la souveraineté du Mali. Je voudrais profiter également de cette rencontre à Lomé pour remercier son Excellence le président Assimi Goïta pour sa disponibilité à œuvrer en concert avec le président Faure Gnassingbé afin de sortir notre sous-région de l'insécurité et de garantir la sécurité pour nos populations et surtout remercier le président Goïta pour la libération des 3 femmes et soldats ivoiriens qui a eu il y a quelques semaines et que nous avions accompagnés ici à Lomé. Le chef de la délégation, Abdoulaye Diop, comme le veut la tradition malienne, a remis un présent au chef de l'État togolais de la part de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et voilà, vous aurez les conclusions de cette rencontre dans nos éditions futures avec nos envoyés spéciaux. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. La situation sécuritaire du pays, certes d'habitude difficile pendant le mois d'août à cause de la pluie, a été parfaitement maîtrisée cette fois-ci par les forces armées maliennes dans différents centres d'opération. Retour sur la conférence de presse avec Arju Matina.
La DIRPA, dans sa vocation de relayer la bonne information des forces armées maliennes, était face à la presse pour faire le point de la situation de ce qui s'est passé durant le mois d'août sur le théâtre d'opération. Dans les différentes zones du territoire national, que ce soit le théâtre centre, est, en passant par le théâtre sud de l'opération Maliko, il est à noter que les FAMA sont en mouvement. Si par le passé, la période hivernale est très difficile à gérer, cette fois-ci, les forces armées maliennes ont changé de paradigme. Avec les moyens aériens et terrestres mis à leur disposition, les FAMA sont parvenus, malgré la complexité du terrain, à mener des offensives efficaces. Tout le monde sait que le mois d'août au Mali, c'est le mois où il pleut beaucoup. Donc, ce n'est pas facile aux hommes de progresser sur le terrain, mais quand même, ils l'ont fait. Les FAMA ont continué les opérations, les FAMA ont continué leur offensive avec cette dynamique qu'elles ont toujours. La recherche des terroristes, la neutralisation des terroristes, la destruction de leurs sanctuaires. Ça n'a pas arrêté parce que c'est le mois d'août. Non, ils ont bien continué le travail. Ils ont donné des résultats, ce qui aussi a boosté la situation et a donné vraiment une certaine satisfaction au chef qui a voulu aller les voir, les féliciter sur leur lieu d'évolution. Autre éclairage apporté lors de la rencontre, c'est l'occupation par les FAMA des emprises abandonnées par Barkhane à Gao de façon peu courtoise. Toutefois, les éléments ont pu combler le vide. Contrairement au contrat social qui était là entre les FAMA et Barkhane, à chaque rétrocession, ça devait faire l'objet de remises officielles. C'est le chef du théâtre Est qui a été informé par messagerie le 15 dans la nuit à 1h du matin pour dire que voilà, nous sommes sur la frontière Mali-Niger, nous avons quitté l'emprise de Gao. Ils n'ont informé personne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout de suite agir. Donc, il y a une grande mobilisation à Gao cette nuit-là pour occuper les emprises abandonnées par Barkhane. Les activités menées durant le mois par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et par le chef d'état-major général des armées, ont aussi été partagées avec la presse par la conférencière du jour, colonel Mariam Sagara, directeur adjoint de la DIRPA. En 4e région, la formation des jeunes recrues de la 3e cohorte du service national des jeunes SNJ se déroule normalement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, accompagné de 2 de ses collègues du gouvernement, était sur le site à Bafo. Après un mois de formation, le moral des recrues est au beau fixe, nous dit Candesila. En se rendant à Bafo, la délégation ministérielle, composée du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, accompagnée des 2 membres du gouvernement et des autorités régionales, voulait s'enquérir des conditions de formation des jeunes recrues de la 3e cohorte du service national des jeunes SNJ. Ici, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour minimiser les risques liés à cette formation. À la date d'aujourd'hui, sur un effectif prévisionnel de 807, nous avons 785 recrues qui se sont enregistrés au niveau du centre. Parmi les 785, nous avons 36 évacués sanitaires qui sont indisponibles. Les évacués sanitaires sont essentiellement composés de femmes enceintes qui ont un état de grossesse avancé et celles-là qui ont des grossesses à risque et certaines pathologies. Le but de la formation est de vous faire acquérir des réflexes de sûreté et de sécurité, d'inculquer, voire de développer en vous certaines valeurs civiques et morales telles que l'humilité, la modestie, le courage, la ponctualité, l'esprit d'équipe et de camaraderie, le sens élevé du devoir et le sens de l'État, sans oublier la discipline, gage de tout succès. Du côté des recrues, le moral est au beau fixe. Ça fait à peu près 1 mois et quelques que nous sommes là à Bafo et je pense que la formation se passe parfaitement bien parce qu'on s'entraîne chaque matin, chaque soir et puis les instructeurs sont vraiment au niveau. Je suis le soldat de 2e classe Ruki Djibril Sangaré, 1re compagnie, 2e section CISNJ Bafo. La formation se passe très bien, Dieu merci. Le moral est au beau fixe.
Visite des installations, démonstrations physiques, aptitude au maniement d'armes. À environ un mois de formation, il y a de quoi émerveiller les hôtes du jour. En un mois, nous avons vu que les nouvelles recrues, avec un encadrement de qualité, ont pu nous faire des démonstrations. Les nouvelles recrues ont parlé de tout ce qui concerne les grades, de tout ce qui concerne les différents articles qui ont trait au respect. J'ai vu également qu'en un mois, ils ont pu, dans le cadre de la formation militaire toujours, ils ont pu également démonter et monter des armes. Donc chaque citoyen à son niveau doit pouvoir se défendre et défendre la patrie. Les détails ont été millimétrement respectés, surtout du côté des femmes. Il y a un dortoir spécial pour les femmes enceintes, un dortoir spécial pour les dames qui ne sont pas enceintes. Et, il y a même des toilettes spéciales pour les femmes enceintes. Je sors ici très rassurée parce qu'avec un mois de formation seulement, l'encadrement a vraiment fourni beaucoup d'efforts. Notons que cette troisième cohorte du service national des jeunes est prise en charge par près de 70 encadreurs. Une occasion pour la délégation de réitérer à l'encadrement et aux jeunes tout l'accompagnement des plus hautes autorités du pays. Parlons à présent de la journée citoyenne dans la Venise malienne. Elle est initiée par le gouvernorat de Mopti et c'est le tribunal de la grande instance de Mopti qui a abrité cette 18e édition. Cette journée a été marquée par plusieurs actions en présence de Idrissa Keïta. En cette 18e édition de la journée citoyenne, le procureur de la République près le tribunal de la grande instance de Mopti a rappelé l'essence de ce concept de citoyenneté au public. La citoyenneté exige des citoyens, entre autres, le respect des symboles de l'État, le respect des lois et règlements édictés par l'État, le respect des institutions de la République, le respect de l'autorité de l'État exercée par les autorités militaires, administratives, judiciaires et élues, la participation à la vie publique par le vote, l'assiduité au service et la conscience professionnelle. En retour, la citoyenneté donne aux citoyens le droit d'être protégés, d'être soignés, éduqués, logés et employés par l'État. Au menu de cette journée, la visite de la maison d'arrêt de Mopti où séjournent plus de 200 détenus, dont la plus jeune a moins de 15 ans. D'où cet appel du gouverneur de la région de Mopti. Au lieu de construire de grandes prisons, nous devons nous impliquer à faire en sorte qu'il n'y ait même pas de départ vers ces prisons. Et si nous pouvons compter sur la sagesse des éminents magistrats, nous devons en contrepartie agir sur la jeunesse. Chers jeunes, soyez le relais dans ce cadre-là. En marge des activités de cette journée citoyenne, l'assistance a eu droit à une communication sur le rôle et la place de Nyamakala dans notre société. En image, la coordination régionale du mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, a participé hier lundi à la traditionnelle montée des couleurs qui a eu lieu tous les lundis au gouvernorat de Sikasso. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du départ du dernier soldat français qui a quitté le sol malien le 5 septembre 1961. Un geste de patriotisme salué par le gouverneur Daniel Damele qui a invité les membres du mouvement à une conjugaison des efforts pour l'atteinte des objectifs de la transition. La Jeune Chambre internationale de Tombouctou a soufflé ses 20 bougies. L'organisation a mis à profit cette occasion pour rendre hommage aux anciens leaders de la dite organisation. Cette commémoration était couplée à la convention groupée de la zone 3 qui a mobilisé l'ensemble des membres et sympathisants de la Jeune Chambre à Tombouctou. Le reportage de Najim Babasissé. La Jeune Chambre internationale de Tombouctou a 20 ans. Pour magnifier ces 20 bougies, les membres et sympathisants de l'organisation venus des divers horizons se donnent rendez-vous dans la mystérieuse. Retrouvailles, oui, mais surtout partager le bilan de la mandature en cours, relever les faiblesses et tracer ensemble des perspectives au profit des communautés.
C'est d'abord nous inscrire dans la lignée de la refondation, d'accompagner nos autorités pour une transition réussie. Et deuxièmement, c'est pour contribuer de manière efficace à impacter au sein de notre communauté, comme les stupéfiants, la délinquance juvénile, le banditisme. Et certains jeunes se laissent facilement enrôler par le terrorisme. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette convention groupée, les violences basées sur les genres, la gouvernance, la paix et la sécurité, montrent à suffisance que vous vous intéressez aux problèmes de vos communautés. Les 20 ans de l'organisation, couplée à la convention groupée de la zone 3, est placée sous le thème « La jeunesse malienne au cœur de la refondation pour une paix durable ». 2 jeunes directrices de projets ont brillé à cette occasion à travers les contenus de leurs différents projets. Le mandat 2022 est reposé sur des axes prioritaires. D'abord, accroître les ressources de l'organisation, repositionner la DISAI Mali comme un partenaire privilégié sur les grandes questions liées à la jeunesse du Mali. Chers jeunes, je me réjouis que vous contribuiez avec vigueur à l'atteinte de la vision des plus hautes autorités du pays qui ont placé la jeunesse au cœur du processus de la refondation nationale. Cette activité sera couronnée d'un dîner gala sanctionné par une intronisation des membres de la GCI. Je vous le disais dans les titres, le livre « Monographie d'une famille africaine en République du Mali » est désormais disponible dans nos librairies. Dans ce livre, l'autrice Jeanne Coulibaly nous parle de ses expériences, notamment son parcours dans son village natal, son environnement familial, les relations ethniques des années 1950 au moment où l'autrice entrait à l'école primaire. D'autres précisions avec Batraouri. Vivant avec un handicap physique, Jeanne Coulibaly est l'autrice du livre « Monographie d'une famille africaine en République du Mali ». La native de Kissa, dans le cercle de Kita, malgré son handicap, s'est proposée volontairement au recrutement à l'école au milieu des années 1950, au moment où certains pères de famille cachaient leurs enfants pour éviter qu'ils ne soient inscrits à l'école. Sa vie depuis son village natal, son environnement familial, les relations ethniques sont autant de sujets évoqués dans l'œuvre que l'autrice met à la disposition de la jeune génération en guise de contribution. Ma souffrance physique dans l'enfance, due à la maladie de polio. Parce que quand j'ai marché d'après ma mère, j'ai eu la fièvre, je suis restée par terre pendant des années. Elle a tout fait pour que je puisse marcher. Ça n'a pas été facile. Donc maintenant, quand je commence à marcher, chaque fois je tombais. Parce que quand tu es handicapé, c'est pas que tu ne peux rien faire. Quand tu es handicapé, il faut te battre dans la vie. Moi, ma début, c'est de me battre. Même ma père, je ne me bats. La persévérance de l'autrice et la pertinence du livre d'une 60aine de pages sèment une vive émotion au sein de l'assistance. Si Jeanne a eu le courage d'écrire, les latinistes ont dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais je suis très heureux de rencontrer aujourd'hui Jeanne en train d'écrire un livre. Ce que je retiens de ma maman, c'est vraiment son courage, sa témérité, son amour du prochain. Mais ce qui m'a inspiré beaucoup, le message fort que ma maman m'a laissé, c'est qu'elle nous a toujours demandé d'être autonomes. Et Jeanne Coulibaly de rappeler aux jeunes que le handicap n'est pas une fatalité. Chacun doit œuvrer autant que faire se peut pour apporter sa contribution à l'édifice national. Le terrain Palestine de Médina Koura a abrité la 2e édition des cités sport et développement. Organisée par Idrissa Diko, c'est une activité citoyenne qui consiste à mobiliser les jeunes pour lutter contre l'insalubrité à travers le sport. Le compte rendu de Bouraïma Diallo. Mobiliser les jeunes à lutter contre l'insalubrité à travers le sport, c'est l'objectif de cette initiative dénommée Cité Sport. C'est un projet urbain de grande mobilisation autour d'une discipline sportive. Il vise à créer une tribune citoyenne de rencontres, de sensibilisation et de promotion des valeurs sportives. La 2e édition
Le projet lui-même s'appelle Cité Sport et Développement. C'est une activité essentiellement consacrée à l'assainissement. Nous sommes à la 10e édition et en fait on a associé une activité sportive parce que ça permet de mobiliser les gens à ce que également le sport est une activité qui fédère les énergies mais également les jeunes et tout le monde. Un match de football a opposé des équipes mixtes des jeunes de Médina Croix. Dans une rencontre plaisante, les Joranges gagnent 2-1. Vous connaissez la ville de Bamako comme tout le monde. Nous savons que c'est un grand problème à Bamako. Et donc, tout ce qui peut venir effacer l'insalubrité, nous serons toujours là pour la supporter. Les initiateurs ont saisi l'opportunité pour offrir des poubelles à certaines familles fondatrices du quartier. Nous sommes très contents de cette initiative. Nous remercions les initiateurs pour avoir choisi notre quartier. Les initiateurs veulent s'appuyer sur le sport, facteur de cohésion sociale, pour sensibiliser davantage les jeunes sur la protection de l'environnement, l'éducation et la citoyenneté. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.